L'Assemblée des Français de l'étranger qui sont présents ce soir avec nous pour leur soutien, je dirais, à l'occasion de cet événement, mais également tout au long de l'année dans les opérations diverses du petit journal.com, bien entendu. Cette année, donc, comme je vous disais, c'est la 13e édition des Trophées des Français de l'étranger. Et je trouve qu'on a de sacrés champions, et de championnes, si je peux me permettre. Je fais une petite référence sportive parce que la première fois que je vous ai vu, monsieur le ministre, on a joué au foot. C'était dans les jardins de la résidence à Londres. Et écoutez, on a partagé, je dirais, ce qui fait les valeurs, évidemment, des champions, c'est-à-dire le talent, mais aussi savoir s'adapter, l'effort, la persévérance, le courage, c'est tout ce qu'on a vu évidemment l'année dernière avec les fantastiques Jeux Olympiques réussis à Paris. Et c'est ce qu'on sait aussi de nos Français de l'étranger. Parce que vous-même avez été Français de l'étranger, vous les connaissez, vous travaillez avec, et vous savez que c'est pas toujours si facile, c'est pas toujours tout rose, même si évidemment l'expatriation est une grande richesse et une grande force personnelle, et à la fois professionnelle aussi bien sûr souvent, mais à la fois évidemment pour notre pays. S'expatrier, c'est se confronter, au sens noble du terme, c'est-à-dire aller vers l'autre, aller à la rencontre de l'autre, et prendre finalement le meilleur, et apporter aussi le meilleur, et échanger, bien entendu. Et je crois qu'on en a grandement besoin en ce moment. C'est sortir de sa zone de confort, comme géopolitique, c'est pas du tout mon domaine, bien entendu, mais on sait que ces Français de l'étranger sont aussi parfois plus fragiles. En tout cas, ils sont fragiles, même s'ils sont forts, résilients et pleins de capacités et de talents. Il faut aussi évidemment ne pas les oublier quand on est ici à Paris. Et je sais évidemment que ce n'est pas le cas ici, mais les trophées prennent encore évidemment une fois tout leur sens, puisque l'objectif dès la première édition il y a 13 ans, c'est évidemment de mettre en lumière les Français de l'étranger, de rappeler leur diversité et de rappeler tout ce qu'ils apportent à la France, parce que ce sont de merveilleux, de formidables ambassadeurs. J'emploie le terme ici, mais je sais qu'il est particulièrement adapté. Donc ce soir, vous allez découvrir 7 lauréats d'exception. Ces trophées, ils ont grandi au fil des années, évidemment. Ils ont grandi également, puisqu'on les a développés également maintenant en région. Alors, au petit journal.com, c'est en région du monde. Donc on a fait des trophées pour la première fois au Maroc en janvier, on en a fait à Dubaï, on en fait maintenant à Londres, à New York, à Shanghai, à Hong Kong, à Madrid, à Milan pour la première fois. Ce sont les trophées des Français d'Italie, c'est des vrais prix, mais ça fait vraiment boule de neige, c'est vertueux et ça amène à avoir encore plus de visibilité autour de cette marque des trophées, plus de candidats. Je ne dis pas de battre de record de candidats, mais ça permet d'identifier des finalistes, des lauréats, et sachez qu'évidemment les lauréats qui sont sur scène sont ceux qui ont le plus de visibilité, mais tous les finalistes et tout, on repère énormément de pépites de potentiel et de gens dont on fait des portraits, dont on fait des interviews au quotidien dans le petit journal.com, votre quotidien. L'année dernière, pour la première fois, on a ouvert également la maison de l'expatriation. Ça a été un vrai succès pendant 2 mois. La vitalité de notre réseau, des gens qui sont un petit peu partout dans le monde et qui travaillent pour certains au quotidien, pour d'autres un peu plus occasionnellement, mais qui se battent pour notre ADN, notre mission, qui est d'informer au mieux, au quotidien, les Français et l'étranger. Et je crois que dans la durée, on y parvient et surtout on s'efforce tous les jours, en tous les cas, sachez-le, d'y parvenir et toujours de s'améliorer. Voilà, je vous ai donné l'essentiel évidemment de notre activité. On fait également un magazine, je pense qu'on aura à la sortie, vous pourrez voir, on partira avec des tote bags. Voilà, enfin, on a beaucoup de projets, on fait beaucoup de choses. On est une petite équipe, mais on est extrêmement dynamique, organisé. On est aussi surtout toujours évidemment à votre équipe. Voilà, je voudrais également bien entendu remercier nos partenaires pour la tenue de cette soirée, la Banque Transatlantique, la Caisse des Français de l'étranger, Malakoff Humanis, ISG Business School, le FNED bien entendu, et j'espère que j'oublie personne parce que j'ai pas mis sur ma liste là, mais en tous les cas, l'AEF, voilà, merci. Vous l'avez dit.
plus journaliste, mais pas là. Voilà, je veux vous souhaiter une bonne soirée. On passe tous une bonne soirée. Vous allez découvrir ces magnifiques lauréats de cette 13e édition. Mais je veux passer la parole en premier, évidemment, à Monsieur le ministre Laurent Saint-Martin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les conseillers des Français de l'étranger, monsieur le Président, et mesdames et messieurs, chers amis, merci beaucoup de m'avoir convié à cette soirée, votre 13e édition. J'en suis d'autant plus honoré que pendant cette semaine de l'AFE, on parle beaucoup de comment améliorer le quotidien des Français de l'étranger. C'est heureux. On ne parle pas assez, je trouve, de comment est-ce qu'on met en valeur les Français de l'étranger. Et améliorer leur quotidien, c'est bien, et le faire savoir, c'est tout aussi important. Et donc je voudrais d'abord vous remercier au petitjournal.com pour tout ce que vous faites, non seulement pour les valoriser, je vais y revenir, mais aussi, vous l'avez dit, pour relever une mission qui paraissait il n'y a encore pas si longtemps normale, presque évidente pour nous, et qui devient de plus en plus précieuse, qui est celle d'informer avec la bonne information. Et quand on couvre autant la communauté des Français de l'étranger, on a aujourd'hui une valeur et une responsabilité qui est extrêmement grande. Puisque, finalement, à travers vous et l'ensemble des médias qui couvrent et qui ont pour lectorat les Français de l'étranger, il y a évidemment cette destination et cette mission si particulière d'à travers l'information juste et vérifiée, finalement derrière une nécessité aussi de projeter nos propres valeurs universalistes dans un monde où parfois elles sont mises au défi, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc je voudrais tout simplement vous remercier pour votre travail, qui est un travail d'engagé à mes yeux. Et le travail de journaliste en général, le travail de journaliste dans le monde, pour faire connaître les Français de l'étranger et pour pouvoir rayonner justement sur ce lectorat-là, est particulièrement précieux. Donc merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Et je voudrais, si vous permettez, qu'on vous applaudisse, parce que c'est un travail qui est extrêmement précieux. Et surtout, ne lâchez rien. Informer, et puis donc mettre en valeur. Vous avez dit mettre en lumière. Je suis d'accord avec ça. C'est une très belle expression. Mettre en lumière nos talents français de l'étranger. Et ça, sur cet aspect-là, je vais vous rejoindre dans ma mission. C'est-à-dire que sur la première, je ne vais pas me transformer en journaliste. Par contre, sur la question de mettre en lumière les Français de l'étranger, je vous rejoins parce qu'on a un gros travail, à la fois dans la mise en lumière, mais aussi dans la nécessité de casser les mauvais stéréotypes. Et je dois dire que quand j'ai été nommé ministre des Français de l'étranger il y a un peu plus de 2 mois, je connaissais un peu la réalité des Français de l'étranger à travers les missions précédentes, mais je n'avais pas idée à quel point il y a des idées erronées répandues sur l'image que se font parfois nos concitoyens, les Français qui vivent hors de leur pays. Et ce qui est extrêmement frustrant et extrêmement dommage, c'est qu'on ne met pas assez en avant le nombre de talents qui existent hors de nos bases, hors de France, et qui font rayonner notre pays, et qui donc sont un vecteur d'influence, et qui derrière, par effet boule de neige, font briller notre pays, et puis nous permettent, là c'est plutôt le ministre du Commerce extérieur qui va parler, qui va parfois avoir une influence économique et commerciale, ou parfois une influence culturelle et éducative. Bref, ces personnalités, parce que ce sont souvent des personnalités, il faut les faire connaître à nos Français de France. Et avec Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, on s'est mis pour mission dans ce ministère de mieux faire connaître les actions du ministère auprès de nos concitoyens en région. Eh bien moi, ma mission comme ministre auprès des Français de l'étranger, c'est de mieux faire connaître les talents qui existent dans le monde auprès de nos concitoyens en région, en France. Et c'est pour ça que je vais lancer 2 initiatives que j'ai annoncées lundi à l'AFE. La première initiative, c'est une initiative à la fois classique, mais il faut la faire, et elle est importante dans la diffusion d'informations au niveau ministériel, bien sûr. C'est une newsletter mensuelle à tous les Français de l'étranger. Vous avez reçu, normalement, pour ceux qui vivent à l'étranger, la lettre que nous avons co-signée avec Jean-Noël Barrot, c'était au mois de janvier. Eh bien, à partir du mois de mars, on va faire une newsletter mensuelle
sur l'actualité du ministère en général, mais aussi sur tout ce qui concerne les Français de l'étranger et tous les chantiers qui vont permettre d'avoir une amélioration d'un certain nombre de services publics à leur destination. Et ça va être lancé à partir du mois de mars. Et la deuxième initiative que je vais lancer, c'est une série de portraits qui sera donc tout à fait complémentaire avec vos trophées. C'est une série de portraits qui va s'appeler Portrait des FDE et que nous mettrons en valeur, notamment sur les réseaux sociaux et à travers cette newsletter et à travers le site du ministère, pour valoriser des Français de l'étranger qui ont des parcours incroyables et qui ne sont pas du tout des profils que l'on dépeint trop souvent de façon caricaturale et qui sont des personnes qui ont pu réussir parce qu'ils ont pris justement le chemin de l'international, parce qu'ils sont allés vivre une autre vie et qui ont envie de la faire connaître justement à leurs compatriotes restés en France et qui eux-mêmes souvent reviendront en France. Et donc il y a de très belles histoires à raconter ensemble et je considère que c'est aussi le rôle de ce ministère que de faire ce trait d'union entre nos régions, nos territoires ici, et évidemment ce que vivent les Français de l'étranger dans notre pays. 7 lauréats ce soir, merci pour ce travail-là, merci pour cette mise en lumière. Je me permettrai juste d'avoir un mot pour la lauréate à qui je remettrai le prix dans un instant, parce qu'elle est aussi, à travers elle et son association Save You, un combat que nous devons mener au sein du ministère. Vendredi, nous signerons un partenariat entre le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et la plateforme Save You de Sorority. Et ça fait partie des priorités quand on parle de sécurité des Français et des étrangers. On oublie trop souvent ces réalités que sont notamment les violences intrafamiliales. Et le partenariat avec Save You permettra une avancée formidable et nous fera continuer le travail bien sûr derrière. Et avant de lui remettre le prix, je voudrais remercier tout le travail qui a été fait par Save You et vous dire que c'est évidemment en lien prioritaire avec la politique que nous menons ici au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, quelques jours après la Journée internationale des droits des femmes. Je crois que c'était important aussi de le mentionner dans ce contexte-là. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait pendant ces 13 éditions. Merci d'avance pour tout ce que vous continuerez à faire, vraiment. Et sachez qu'on vous soutient, franchement, et on a besoin de vous. Et on a aussi besoin de tous les talents qu'on va mettre en valeur ce soir. Merci beaucoup, très bonne soirée. Très chaleureux message, et écoutez, on va essayer de continuer. On est ravis d'avoir votre soutien, évidemment, on n'en doutez pas, et merci pour ces annonces, parce que effectivement, c'est très complémentaire, et on est impatient de travailler ensemble encore plus, comme on le fait déjà. Pour la première fois, on va remettre un trophée coup de cœur, et c'est M. le ministre qui va le remettre. Et je vais appeler sur scène Priscilla Routier-Triard, qui va recevoir le trophée coup de cœur. Le trophée, on va faire la photo aussi. Et puis, est-ce que vous voulez rajouter quelques mots, M. le ministre, peut-être sur le parcours Priscilla? Voilà. Dans le remettre, voilà. On fait la photo. J'ai dit pourquoi j'étais si fier et heureux de remettre ce prix coup de cœur. D'abord parce qu'il s'inscrit parfaitement dans ce que nous devons défendre, et parfois nous sommes en retard là-dessus. Et pour remercier aussi les initiatives du terrain. Parce que il y a, et ça peut être vrai sur beaucoup d'autres problématiques aussi locales, il y a souvent auprès des Français de l'étranger, et c'est normal, c'est pas un défaut de la politique publique en soi, mais il y a des trous dans la raquette, tout simplement par exemple, parce qu'il n'est pas obligatoire, par exemple, de s'inscrire au registre. Donc le principe de recensement, le principe d'identification de nos compatriotes établis hors de France ne peut pas, pour par exemple les services consulaires, être fait aussi facilement qu'en région où on peut localiser plus facilement nos compatriotes. Et ça, c'est un trou dans la raquette qui peut, dans un certain nombre de problématiques du quotidien, être extrêmement handicapant et extrêmement dangereux dans les personnes qui peuvent être justement vulnérables et victimes de violences intrafamiliales. Et donc on a besoin de s'associer à des initiatives de terrain. Mais pour ça, il faut que les initiatives de terrain aient été prises. Et c'est ça que je trouve extraordinaire, c'est qu'on est quand même, je ne veux pas faire mon chauvin, mais je trouve qu'on a une communauté française qui est quand même extrêmement innovante, qui a toujours envie de construire des projets. Et comme hors de France, souvent,
on n'a pas tout à fait le même rapport et la même relation à son administration, et c'est normal, parce qu'encore une fois, on n'est pas dans le même contexte, eh bien, il y a très souvent des initiatives locales qui se font comme ça, et c'est aussi le rôle du ministère de se rapprocher d'elles quand on peut faire mieux ensemble. Voilà. Je trouve que ça le représente très très bien. Encore bravo pour tout ce que vous avez fait aussi, et vraiment merci pour tout. J'ai été quand même bluffé hier quand tu m'as fait ta démo sur ton app de sorority, quand tu m'as expliqué ce que tu faisais avec CFU, même si je connaissais déjà évidemment, j'en avais déjà entendu parler. Je pense qu'il faut qu'on en prenne tous la mesure ici. Aujourd'hui, est-ce que tu peux déjà, juste donc Priscilla vit aux Émirats Arabes Unis. À Abu Dhabi, tu fais une influence. À Abu Dhabi. Tu as vécu à Dubaï. Bon, en tous les cas, raconte-nous un petit peu la genèse du projet et surtout de quoi il s'agit et où tu en es aujourd'hui. En quelques mots. Je vais faire en trappe, tu sais que je n'ai pas beaucoup de fois écrire. Déjà, merci infiniment pour vos mots. Monsieur le ministre, et merci pour votre confiance et pour ces belles étapes qu'on va passer ensemble. Donc, The Sorority, c'est une communauté d'entraide qui regroupe aujourd'hui plus de 270 000 personnes partout dans le monde. Et à tout moment, en fait, on n'est jamais seul pour toute situation d'isolement, de violence ou de harcèlement. À tout moment, on peut faire appel à cette entraide communautaire. On peut lancer l'alerte en l'espace d'une minute, on a 10 à 15 prises de contact. Et on a cette spécificité d'avoir recréé toute la chaîne d'action en tout une entraide citoyenne très très forte et engagée. Un réseau associatif avec plus de 1000 associations dédiées à l'aide aux victimes, dont le réseau La Fibre, Amélia Chorka. Les autorités, on a conventionné avec le ministère de l'Intérieur, donc Direction Générale Gendarmerie Nationale, Police Nationale, Préfecture de Police, le 8 mars dernier, donc c'est d'autant plus symbolique qu'on continue ce chemin ensemble, et de plus en plus avec des collectivités et des grands groupes privés qui s'associent à nos côtés. Le travail de terrain qu'on fait, on a deux objectifs, c'est un, massivement, il y a tous les acteurs qui sont à nos côtés, répéter, rappeler et atteindre les personnes qui seraient potentiellement victimes de violences, ou connaîtraient des personnes qui seraient victimes, qu'elles ne sont pas seules, qu'on est là à leur côté, que des solutions existent, les ramener vers nous et les rediriger vers les acteurs de terrain, les assos de terrain, les OLES, leur trouver un soutien psychologique, juridique, faire des rapatriements parfois d'urgence. Et sur la partie CVIO, du coup, je sais pas ce que finir, mais je vais trouver. Sur la partie CVIO, on a déjà aidé 450 familles établies de France qui vivent des violences. Et là, on va faire une écoute active avec des bénévoles, des psychologues, des psychiatres, des assistantes sociales qui, de façon simple, vont écouter les personnes, on va les rediriger. Et on a notamment aussi, que je citerai, une juriste bénévole à nos côtés, Sandrine Cabot, qui fait un travail incroyable à mes côtés. Et on aide au fur et à mesure. Depuis le début de l'année, on a déjà aidé 60 familles. Ce qui ne veut pas dire que c'est énorme et les chiffres sont en train d'augmenter. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a plus de violences conjugales, intrafamiliales à l'étranger. C'est juste qu'il y a une vraie libération de la parole qui se fait. Et c'est grâce à vous aussi qui en parlez au fur et à mesure, qui en parlez dans les consulats, les ambassades, sur les réseaux, que les personnes se redirigent vers nous et qu'on peut après les prendre en charge, les aider, les soutenir et leur rappeler qu'elles sont pas seules. Merci à vous. Félicitations. Et c'est admirable et je pense que c'est quelque chose qui était tu, qui existait bien entendu, dont on ne parlait pas, qui était caché, avec des victimes qui sont souvent totalement désemparées parce que oui, totalement dépendantes, économiquement notamment, mais pas seulement. Oui, je veux bien, mais je pense que c'est très important. En fait, j'ai eu une première expérience d'expatriation à Dubaï de 2019 à 2022. Tout va bien. Mais sur mon visa, il y avait marqué housewife. Alors que j'ai jamais autant travaillé de ma vie, je ne suis pas une housewife. J'avais pas le droit d'ouvrir un compte bancaire parce que c'était pas moi la salariée dans le pays. J'avais pas le droit de répondre à la banque, qui m'avait carrément blacklisté. J'étais un peu. Et je me suis dit, mais il y a beaucoup de choses qui ont fait que j'ai créé The Sorority, vous pouvez l'imaginer. Il y a beaucoup de choses qui me sont remontées et je me suis dit, ok, violence conjugale, intrafamiliale, dans une grande ville compliquée, zone rurale plus compliquée, à l'étranger, c'est juste dingue, c'est isolement complet, dépendance administrative, financière, c'est des grands pays, mais ça reste des tout petites communautés. On fait partie d'un milieu social quand même plutôt privilégié quand on est établi hors de France. Tout se sait à qui est-ce qu'on va parler. Prendre en charge, faire une prise en charge psychologique ou juridique, ça coûte cher, on ne va pas forcément avoir les fonds. On ne va pas quitter le pays si on a des enfants parce que sinon c'est un abandon. Et on ne va pas les emmener sinon c'est un kidnapping. Donc en fait il y a un isolement qui est juste dingue, une dépendance totale et les personnes sont démunies. Donc ce que tu disais, des fois ça fait 10 ans, 20 ans que les personnes étaient dans cette situation. Puis il y a aussi des cas particuliers, par exemple au Japon, l'Allemagne, on ne partira jamais sans les enfants sans qu'ils ne soient pas majeurs. Il y a beaucoup de spécificités qui font qu'effectivement il y avait un trou dans la raquette. Et on est fiers de pouvoir aider sur ces sujets-là et de pouvoir tisser le lien ensemble petit à petit.
Merci beaucoup. Christine Darrow, prototypeur. Sur scène, Marilyn Navarro, qui est directrice du développement et de la clientèle dans le comité de direction chez la Banque Transatlantique. Chère Marilyn. Bonjour à tous, chers élus, chers partenaires. C'est une belle cérémonie qui va mettre en valeur les Français de l'étranger, surtout qu'ils sont pleins de ressources. Chers lauréats, tous, félicitations. Je pense que c'est le moment également d'apprécier votre parcours et ce que vous avez réussi à faire dans votre parcours d'expatriation. J'ai l'honneur de représenter la Banque Transatlantique, spécialisée dans l'accompagnement des Français de l'étranger depuis 140 ans. Nous sommes aux côtés des Français de l'étranger quand ils se posent des questions sur leur situation patrimoniale, la protection également de leur patrimoine conservé en France. Et Julien, effectivement, je n'ai pas choisi votre prix. En attendant, je trouve que j'ai beaucoup de chance, effectivement, de pouvoir vous remettre ce prix, qui est celui, en fait, des Français de l'étranger qui ont voté pour vous. Félicitations. Ils ne se sont pas trompés. Je suis ravie que la Banque Transatlantique s'associe, le temps de ce prix, à votre parcours d'exception, à votre personnalité audacieuse. Surtout, vous êtes un véritable explorateur business. En effet, vous avez depuis votre Moselle natale peut-être peu imaginé le parcours que vous alliez avoir. Votre trajectoire est un véritable voyage géographique et également professionnel, puisque vous avez fait de la finance, du théâtre, de l'entrepreneuriat. 3 petits points, nous verrons la suite. Vous avez toujours su explorer de nouveaux horizons, avec passion et engagement, ça on reconnaît dans la vidéo également. Vous savez aussi reconnaître qui vous a aidé sur votre chemin, et c'est comme ça que l'entreprise que vous avez fondée aujourd'hui aux Pays-Bas, Techmakers, accompagne les entrepreneurs qui souhaitent bénéficier d'un certain soutien, et vous le faites également avec 2 autres associés, également français. Au fil de nos échanges, une chose a été évidente, vous me l'avez dit assez rapidement, vous ne vous arrêterez pas là. Vous aimez bâtir des liens entre la France et l'international, notamment sur des sujets majeurs comme l'intelligence artificielle, dans lequel vous êtes en train de vous engager. Vous m'avez aussi dit très vite dans notre conversation que vous avez eu très tôt le virus de l'expatriation. J'ai envie de vous dire ne vous soyez pas, ça vous va très bien. Félicitations pour ce prix, continuez à innover, à rassembler, à aider les autres. Nous sommes assez fiers de cette récompense et vous souhaitons un succès grandissant. Merci Marilyn. Julien Valenqueux, pour ce prix public. Allez, on fait la photo. Voilà. Ils sont en face. Parfait. Alors là, c'est très facile pour moi puisque j'ai affaire à un professionnel du pitch. Donc, Julien, je vais vous laisser vous présenter, nous dire un peu qui vous êtes. Alors, qu'est-ce que c'est Techmaker? Comment vous avez eu cette idée en arrivant à Amsterdam de vous regrouper et quel service vous apportez et de quoi vous êtes le plus fier? Eh bien, merci beaucoup. Tout d'abord, je tiens à remercier Le Petit Journal ainsi que la Banque Transatlantique et Madame Navarro pour cette superbe récompense qui, je pense, récompense principalement un travail collectif, et c'est pour ça que je suis très content ce soir d'avoir les autres cofondateurs de Techmakers. Je vois Sébastien là-bas, du coup, Fabien, voilà, qui est juste derrière. C'est franchement un plaisir de travailler ensemble là-dessus. Et c'est vrai que Techmakers, ça a démarré, et on le voit très bien aussi dans le reportage, sur une tireuse à bière, dans un petit bureau sur la Landgraft, parce qu'on voulait rassembler des entrepreneurs afin de pitcher, d'essayer de les aider, parce qu'on est passionné de la tech, et c'est ce qu'on avait envie de faire, de rassembler les gens dans une ambiance décontractée et surtout de les aider. Et c'est vrai que ce qui a démarré par une petite page Meetup s'est retrouvé 5 ans plus tard avec une communauté de plus de 4000 personnes, avec également une quarantaine d'événements bientôt maintenant, qui ont rassemblé entre 80 et plus de 200 personnes. On a eu le plaisir de recevoir la ministre déléguée à l'IA, Mme Clara Chapaz, la directrice de la French Tech, Mme Julie Huguet, ainsi que le ministère des Affaires néerlandais. Autour d'événements autour de l'IA, comme vous l'avez précisé, avec AI for Good fin janvier. Et on ne s'arrête pas là, on a d'autres projets encore avec d'autres partenaires de Techmakers pour essayer de faire le projet le plus ambitieux autour de la tech aux Pays-Bas. Je regarde Fabien et Marc qui sont là-bas. Bravo.
des petits éventuellement dans d'autres pays ou dans d'autres villes des Pays-Bas? Effectivement, super question. C'est exactement la problématique où, j'ai envie de dire, le cheminement qu'on suit à l'heure actuelle. Techmakers, ça a démarré à Amsterdam avec des rassemblements du coup de 50 à 100 personnes tous les mois avec 3 entrepreneurs qui pitchaient. Et aujourd'hui, il y a des membres de la communauté qui ont envie de démarrer aussi Techmakers, de reprendre cette ambiance, de continuer comme ça à Rotterdam, à Groningen, donc des villes aux Pays-Bas, mais également aussi à l'international, avec Seb maintenant que je regarde qui est à Barcelone, avec des autres membres de la communauté qui veulent démarrer ça là-bas, à Lisbonne, et également à Paris avec un des membres clés de Techmakers, Corentin Heinz, qui malheureusement n'a pas pu être là ce soir, qui travaille actuellement chez Mistral et qui veut continuer la communauté aussi à Paris. Écoutez, félicitations, bravo. Merci beaucoup Julien, félicitations. Effectivement, j'avais oublié de mentionner, mais Marilyn l'a fait dans son discours, que le trophée prix du public, comme son nom l'indique, c'est un trophée qui est soumis au vote du public sur les éditions du Dictionnaire.com, et c'est celui qui remporte le maximum de voix, donc Julien, qui a remporté ce trophée. Bravo. Puis ben voilà, j'ai appris qu'on pouvait avoir de très bonnes idées avec une tireuse à bière, donc ça fera beau cadeau. Alors, le trophée suivant, c'est le trophée éducation avec la réalisation client.net, cher Lionel. Mesdames et messieurs, vous tous en vos et qualités. Alors, le CNED est fier, et je suis moi-même fier, d'être depuis plus de 10 ans le partenaire éducation de ce formidable événement qui met en lumière des parcours d'exception, des talents qui, à travers le monde, portent haut les couleurs de l'éducation, d'innovation et de transmission. Le CNED, c'est l'opérateur public de l'enseignement à distance. Il conduit son action autour d'une double mission, d'éducation et de formation, que ce soit en France ou à l'étranger, puisque nous avons 15% de nos apprenants, à peu près 20 000 familles qui utilisent les services de notre établissement, de notre opérateur. Notre établissement porte les valeurs du service public pour favoriser l'accès à l'éducation et à la formation pour tous. Il accompagne les personnes, quelle que soit leur situation, vers l'accomplissement de leurs projets scolaires et professionnels tout au long de la vie. Nous considérons que l'éducation est un levier puissant de transformation individuelle et collective. Elle ouvre des horizons, façonne des esprits et permet à chacun de s'émanciper. C'est dans cette vision que s'inscrit l'engagement du CNED, en garantissant un accès à l'apprentissage pour tous où que l'on soit dans le monde. Cette année, nous avons l'honneur de remettre, comme les années précédentes d'ailleurs, le trophée éducation à une personnalité dont l'engagement et la créativité résonnent profondément avec nos valeurs. Cher Pascal Jousse, c'est avec une immense joie que nous vous accueillons dans la grande famille des lauréats des trophées de l'éducation. Depuis vos débuts en 1997 en tant que professeur des écoles à Casablanca, vous avez œuvré avec passion à la formation des enseignants, me semble-t-il, mais aussi à la transmission des savoirs. Vos différents projets au Maroc sur l'enseignement de la lecture ou encore le Grand Prix des jeunes lecteurs témoignent de votre volonté constante de promouvoir l'éducation, mais aussi la culture. En parallèle, votre travail dans le domaine du théâtre et de l'audiovisuel a permis de donner une nouvelle dimension à l'apprentissage, en fondant la compagnie du premier degré, en montant de nombreuses pièces de théâtre pour enfants et pour adultes. Vous avez démontré que l'art est un formidable vecteur pédagogique d'émancipation. Votre carrière a pris un tournant décisif, vous l'avez dit, lorsque vous avez ouvert les portes de la télévision et du cinéma en tant que scénariste de séries à succès. Alors votre passion pour l'écriture et la transmission a naturellement mené à la création d'une chaîne YouTube offrant aux élèves marocains et français la possibilité d'écrire et de réaliser des web-séries. Alors scène de classe avec ses 52 épisodes, de production comme bref de classe, ont conquis un public immense, totalisant près de 120 millions de spectateurs. Je crois que beaucoup vous envient pour ces performances. Votre engagement ne se limite pas au divertissement. Vous avez su utiliser ces formats audiovisuels pour transmettre des valeurs essentielles telles que le respect, l'amitié et la solidarité. En intégrant l'art et la pédagogie, vous avez relevé un pari audacieux et réussi qui
consiste à transformer l'apprentissage en une expérience captivante et enrichissante pour des millions de jeunes francophones à travers le monde. Le CNED, engagé depuis sa création dans une mission d'accessibilité et d'égalité des chances, ne pouvait qu'applaudir cette démarche qui fait écho à notre vision de l'apprentissage. Un apprentissage qui se réinvente, qui s'adapte aux besoins et aux envies des élèves, qui leur permet de devenir des acteurs éclairés de leur avenir. Donc, cher Pascal Schuss, votre engagement, votre passion et votre créativité sont une source d'inspiration pour vous. Et encore une fois, bravo et félicitations. Félicitations Pascal, on a tous été impressionnés par votre parcours, on a tous bien rigolé avec les vidéos, j'encourage tout le monde à aller en voir parce qu'elles sont extrêmement réussies, extrêmement humoristiques. Comment vous avez eu cette idée finalement de mêler votre métier de professeur, de transmission de savoir, comme l'a dit M. Madec, et de scénariste? On est professeur, quand on est professeur, on est toute sa vie. Même encore maintenant que je suis à la retraite, je suis toujours professeur. Et en fait, quand je suis devenu scénariste, pour les adultes, parce que j'ai écrit pour la télévision marocaine au départ, j'enseignais toujours, et je me suis dit quand même, comme je travaille beaucoup sur la pédagogie du projet des élèves, je me suis dit, ben, voilà un beau projet que de faire un film avec ses élèves. Je l'ai fait, et puis ça a tellement bien marché, que j'ai continué. Et puis ça a tellement bien marché que mes collègues sont venus me chercher en me disant mais tu pourrais faire ça chez nous aussi. J'y suis allé. Et puis du coup j'ai tourné un peu partout, après en France, à Madagascar, au Maroc, donc forcément, puisque c'est là où je vis la plupart du temps. Et donc voilà, j'ai lié en fait à la fois mon métier d'enseignant et mon métier de scénariste grâce un peu au bouche à oreille qui a permis de continuer sur ma lancée, d'abord avec mes élèves et après avec les élèves un peu partout. Bon, les chiffres de vues sur YouTube sont extrêmement impressionnants. Pareil, oui. Mais ça reste tellement abstrait, parce que 120 millions de personnes qui ont vu mes films, oui, c'est quand on dit des choses comme ça, on se dit, waouh, je ne les ai pas vus les 120 millions, je ne les ai jamais rencontrés. Bah, ça fait du monde. Oui, ça fait du monde. Et vous me disiez que notamment vous aviez rédigé, écrit le scénario d'une série pendant le Ramadan qui est diffusée au Maroc et qui sont des séries extrêmement importantes et qui abordaient notamment le thème du féminisme. Oui, alors oui, j'ai commencé avec la télévision, j'ai commencé très fort en fait, parce que j'ai tout de suite écrit des séries du Ramadan au Maroc. Il faut savoir que les séries du Ramadan, ça fait partie du patrimoine culturel marocain, c'est très important. Toutes les familles regardent les séries du Ramadan, les critiques aussi, parce que bon. Mais bon, il se trouve que j'ai écrit quelques séries qui ont fort bien marché, et c'est vrai que je ne peux pas m'empêcher d'écrire sur les femmes et sur le féminisme. Et donc, oui, c'est un peu ma patte, aussi bien aussi pour les longs métrages. Par exemple, vous avez parlé dans la vidéo du film tunisien que j'ai écrit, c'est un film sur l'intersexualité. Donc c'est pas mal d'aborder ce genre de sujet dans les pays qui n'ont pas l'habitude de traiter ce genre de sujet. Félicitations. Le film a été présenté aux Oscars, c'était dernièrement. Oui, le film a été sélectionné par la Tunisie pour représenter le pays aux Oscars de 2025. Oui. C'est assez incroyable. Oui. Et vous avez gagné? Ah ben non. On ne peut pas gagner chaque fois non plus. Mais bon, il y avait quand même du lourd. Bon, en tous les cas, félicitations Pascal Schuss. Merci de votre invitation. C'est un partenariat dont nous sommes fiers et qui s'inscrit vraiment dans la continuité de nos missions et de nos engagements pour les Français de l'étranger.
Alors, je voudrais rappeler que la Caisse des Français de l'étranger, c'est une caisse de sécurité sociale, mais totalement atypique, puisqu'elle est dédiée aux Français de l'étranger, à adhésion volontaire, donc nous couvrons un peu moins de 200 000 personnes dans le monde, et puis nous leur proposons la sécurité sociale à la française, mais adaptée à l'étranger. On propose donc une couverture santé sans sélection médicale, sans barrière d'âge à l'adhésion, ce qui est quand même très précieux dans de nombreux pays. On propose de cotiser pour sa retraite au système français alors qu'on n'est plus dans le système français. Et puis, la Caisse protège aussi contre les accidents du travail et les maladies professionnelles. Donc, c'est vraiment ce modèle français. Donc, on a un rôle social auprès de la communauté des Français de l'étranger. Et ce rôle social, il est d'ailleurs reconnu, il est chéri, je dirais même, par nos élus. Vous savez que cette semaine ont été lancées au sein de l'Assemblée des Français de l'étranger les assises de la protection sociale des Français de l'étranger, sous le patronage de Monsieur le ministre. Et parmi les 3 sujets majeurs de ces assises, l'avenir et les missions de la Caisse des Français de l'étranger sont parmi les sujets qui ont été isolés. Donc on a à cœur cette mission de service public auprès de la communauté française à l'étranger. Alors ce trophée humanitaire, il correspond vraiment à ces valeurs qu'on défend et à ces missions de service public. Alors, quand on choisit le lauréat, et alors on ne le choisit pas tout seul, je précise, il y a un jury qui se réunit, puis le choix est souvent difficile. Moi, je suis toujours frappé par les réalisations des Français partout dans le monde, et le choix est toujours difficile parce qu'on a souvent de très belles réalisations. Dans le reportage, vous avez vu le parcours de Cédric de Giraudy. On a été marqué par la manière dont il est arrivé, pratiquement par hasard, sur cette vocation qui l'a amené à faire des choses grandioses. Puisqu'en fait, au départ, en 1999, c'est le hasard d'une rencontre avec un père missionnaire installé dans ce petit, je dis petit, mais au Brésil, un village, c'est déjà quand même 3300 habitants, quelque chose comme ça. Donc une rencontre avec un père missionnaire, et puis finalement ce lancement d'une école, vous avez vu dans le reportage, et puis il en parlera très bien tout à l'heure, et puis cette vocation qui va durer et qui va s'amplifier jusqu'à maintenant être un partenariat avec un réseau d'établissements. Et ce quotidien, il produit un impact très fort sur les populations, mais il se fait aussi difficilement. D'ailleurs, s'il y a des vocations de mécènes ce soir, je pense que c'est le moment où vous vous manifestiez, parce que c'est une œuvre qui nécessite des moyens humains et matériels, qu'on a souhaité aussi encourager avec ce prix. Donc, félicitations vraiment à Cédric pour ce travail et tout ce qu'il porte auprès des Français, en tant que Français de l'étranger au Brésil. Et puis, nous lui souhaitons encore beaucoup d'avenir et beaucoup de succès dans cette entreprise sociale au Brésil. Et on va lui remettre son prix sans plus tarder. Voilà. Merci Eric. Je remercie sur scène Céline de Giraudy, lauréat du trophée humanitaire. Comment est-ce qu'on se retrouve au fin fond du Brésil? Parce que là, quand j'ai le fin fond du Brésil, j'ai quand même cherché sur la carte. J'ai trouvé, mais effectivement, c'est bien reculé. Vous avez fait un voyage, d'ailleurs, merci pour votre présence, parce que vous avez fait un sacré voyage pour nous rejoindre. C'est une véritable aventure, votre parcours. En fait, au départ, tout a commencé par une rencontre avec un missionnaire capucin italien, effectivement, dans le cadre d'une réalisation d'un documentaire. Et j'ai rencontré cette personne qui était un missionnaire capucin à l'ancienne, c'est-à-dire qu'avant d'être religieux, il était arracheur de dents, il était médecin, il était agriculteur, il était apiculteur, c'était un type absolument incroyable, avec un caractère d'ailleurs imbuvable. Et cela dit, une amitié est née avec le village, avec les gens, perte de moi-même, absolument dingue, où je me suis dit, là, il se passe quelque chose. J'adore mon travail de documentariste, c'est formidable, mais il y a un appel quelque part. Et du coup, vous avez ouvert l'école, enfin, l'école existait, mais vous l'avez exploitée, vous avez accueilli des enfants, je crois que c'est plus d'une centaine d'enfants, et puis après vous avez choisi de partir dans la grande ville proche, où vous avez finalement rencontré un public différent,
mais vous avez mis aussi en œuvre vos pratiques pédagogiques. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, en ville, la pauvreté est beaucoup plus rude. On se heurte véritablement à un souci des enfants des rues, la drogue, quand on a faim, c'est plus difficile de trouver à manger. Et donc l'idée, ça a été véritablement d'aider aussi ces enfants qui sont complètement en marge de l'éducation. Et en fait, les enfants qui sont en marge de l'éducation sont très souvent aussi en marge de la société. Et donc notre but, ça a été d'abord de les accueillir, de créer des partenariats avec les écoles publiques, et d'avoir une idée un petit peu révolutionnaire en fait, parce que au départ je ne pensais même pas que ça allait marcher. J'ai été voir des directeurs d'école et je leur ai dit écoutez, tous les enfants qui ont un retard scolaire absolument démentiel dans chaque classe, les 3 à 4 derniers en France ils se mettent à côté du radiateur, au Brésil ils se mettent au fond quand même si c'est pas le radiateur, mais donnez-les-nous et puis on n'a rien à perdre, on va essayer de les récupérer. Et en fait au départ je n'avais pas réalisé l'ampleur de la tâche, c'était une tâche absolument absurde quand même quand on y pense. Et finalement, on s'est rendu compte que ça fonctionne. Alors je me suis dit, c'est génial, on va continuer. Et en fait, à force de le faire, on a réussi à développer une méthodologie, une façon de les accueillir, une façon de les traiter, en fait, hein, de les orienter, et qui nous a permis d'avoir des résultats phénoménaux. Et tout le monde nous regarde un petit peu comme ça, en disant, mais comment vous faites? Parce que nous, on n'y arrive pas. Donc c'est un superbe, en plus, c'est une très bonne complémentarité entre l'école publique et un système d'association. Vous disiez que la clé du succès, c'était finalement d'écouter ces enfants, d'aller à leur rencontre et de leur donner confiance. C'est ce sur quoi vous travaillez. Je précise que ce sont des enfants entre 5 et 12 ans, c'est ça? 5 et 13. Et vous en aidez une centaine par an, c'est quand même colossal. Oui, c'est ça, en fait, la méthodologie se base d'abord sur un accompagnement individuel, sur une écoute, sur une approche, sur une visite des familles, parce qu'à partir du moment où vous visitez leur famille et vous comprenez en quelles conditions ils vivent, vous avez beaucoup plus de patience en salle de classe avec eux, parce que sinon, ça serait parfois un peu compliqué, et puis surtout, vous arrivez à adapter une pédagogie différente en fonction des difficultés que rencontre l'enfant dans la vie. Des fois, ça peut être des problèmes de santé qui ne sont pas déclarés, ça peut être une famille complètement explosé, des enfants qui n'ont aucun intérêt à aller à l'école puisqu'ils passent par tellement de soucis personnels que l'école ne peut pas être leur priorité. Donc on adopte une pédagogie avec des jeux éducatifs, avec une façon on pratique la méditation par exemple, vous verrez ça, c'est absolument incroyable, c'est-à-dire ces enfants qui sont rebelles, qui sautent sur les tables de classe, c'est les premiers à demander à faire de la méditation parce qu'ils en ont finalement besoin. On travaille l'empathie, on travaille on fait des petits déjeuners ensemble. Voilà. Félicitations. Je pense qu'on peut ajouter un mot quand même. Donc, du coup, comment vous voyez l'avenir? Parce que je sais que c'est quand même difficile. Vous êtes loin, vous avez besoin de fonds. De quoi vous avez besoin? Ça, généralement, c'est la partie qui fait fuir tout le monde. Pour l'instant, tout le monde est à fermer les portes, s'il vous plaît, parce que. Non, c'est vrai qu'on a besoin d'aide. L'éducation, c'est pas facile, hein. C'est quand même un mot qui fait un peu peur. On dirait une mamie qui fait des bisous qui piquent. Ça fait un peu peur comme ça, c'est pas très sexy. Et pourtant, l'éducation, c'est essentiel. C'est la chaise sur laquelle vous êtes assis, c'est le toit qui vous protège, c'est le livre que vous êtes en train de lire, c'est l'hôpital qui vous soigne. L'éducation, c'est le trophée que vous me remettez aujourd'hui, je vous remercie des fonds du cœur. Donc c'est un socle de vie et c'est absolument indispensable. Donc c'est vrai qu'on est en recherche de fonds pour pouvoir se développer, pour pouvoir continuer. Il faut quand même savoir que moi je suis un Français de l'étranger qui suis extrêmement expatrié, puisque je suis au fin fond de nulle part où il n'y a aucun autre étranger. Le premier Français doit être à 500 km, donc à la capitale, donc une journée de route. Et parfois je me sens un peu seul. Donc on a besoin d'aide matérielle, humaine et bien évidemment financière. On a aussi créé une petite ONG au Brésil, donc je le dis parce que si jamais vous avez des contacts brésiliens, ça pourrait être aussi très très intéressant que la propre communauté brésilienne aide ses enfants qui, à la fin, sont des enfants brésiliens. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, chers Paul, le trophée AEFE des Amis des lycées français du monde est décerné pour la 9e année consécutive. Et c'est à vous qu'il revient cette année parmi les 600 000 anciens élèves du réseau.
Je vous félicite d'autant plus chaleureusement que le jury interne de l'AEFE vous avez désigné à l'unanimité. Bravo. Votre parcours et vos projets font en effet honneur au réseau de l'enseignement français et à l'ensemble des alumni. Vous avez été scolarisé à l'école française René Clément de Sanaa au Yémen, au lycée français Le Clésio de Port Vila au Vanuatu, au lycée Vauban du Luxembourg, ainsi qu'au grand lycée franco-libanais de Beyrouth. Vous incarnez en votre personne l'étendue du réseau, sa multiplicité, sa diversité, mais également sa capacité à permettre de tels parcours grâce à la continuité pédagogique. Je sais que vous avez apprécié cette possibilité de poursuivre sans difficulté le même programme sur tous les continents. Comme nous disons toujours, en plein milieu d'année, on ferme son livre, on le rouvre de l'autre côté de l'océan, on continue. Ce trophée fait donc honneur aux 4 établissements dans lesquels vous avez été scolarisé et également aux 596 autres qui font partie du réseau de l'enseignement français à l'étranger. C'est un réseau toujours très attractif qui a accueilli en 26 nouveaux établissements à la dernière rentrée. Et nous n'oublions jamais d'exprimer notre reconnaissance aux 138 pays qui accueillent nos presque 400 000 élèves et acceptent notre enseignement avec sa langue, mais également ses valeurs dans le respect du droit local. Vous êtes également récompensé pour votre action. Dans la dynamique du sommet de la francophonie, l'AEFE a considéré cette année que c'était une occasion unique de valoriser la langue française, langue de la réflexion, de la pensée critique, de l'action, et de la mettre à l'honneur dans cette dimension affective, créative et esthétique. Une occasion d'aller à la rencontre virtuelle des hommes et des femmes qui ont porté haut les couleurs et les valeurs de la francophonie. C'est pourquoi toute l'année scolaire dans le réseau de l'AEFE est guidée par cette thématique. Et de manière naturelle, il était normal de récompenser votre action en faveur de la francophonie et votre réussite, celle d'avoir mis en place et réussi à pérenniser en seulement 3 ans 2 salons du livre francophone, l'un au Vietnam et l'autre en Malaisie, dans cette Asie du Sud-Est où le français est encore si peu répandu. Vous savez que plusieurs alumni éminents d'auteurs de langue française ont illuminé cette année littéraire, Laïla Slimani, Gaël Faye et Miguel Bonnefoy. Cette francophonie que nous défendons avec ardeur ne saurait être conçue comme une position défensive de la langue française. Dans le réseau, elle s'accompagne d'un fort plurilinguisme. Plus de 80 langues y sont enseignées et le bac français international a connu sa première promotion en juin dernier. Et chacun des établissements accueille plus de 40 nationalités. Et c'est cette richesse qui plaît à l'ensemble des familles françaises qui forment 30% d'entre elles. Et d'ailleurs, quelle meilleure preuve de votre attachement à l'AEFE que d'avoir choisi de scolariser vos propres enfants au lycée français de Kuala Lumpur. Ce soir, vous prenez place aux côtés des alumni les plus éminents de l'enseignement français à l'étranger, tel Amin Malouf, secrétaire perpétuel de l'Académie française, qui est un ancien élève du collège Notre-Dame de Jamour au Liban. Et ces alumni se battent pour faire vivre la francophonie. Et vous êtes également invités, comme tous les alumni du réseau de l'enseignement français à l'étranger, à rejoindre l'association mondiale, l'Union ALFM, dont je salue le président ici présent, M. Ahmed Mernissi, et faire vivre ce pouvoir réseau. Chers hommes, je vous souhaite de continuer à organiser avec la même détermination ces salons du livre francophone, projets qui sont des exemples pour l'ensemble des alumni des lycées français du monde. Merci. Merci beaucoup, Madame Desjean. Voilà, vous retrouvez alumni des lycées français du monde. Alors là, on a affaire à une serial expat. Elle a grandi, elle a fait tout un tas de pays enfants. Elle-même, maintenant, elle est expatriée, avec ses enfants expatriés. Donc, du coup, les lycées français, c'est une bonne partie de ta vie. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que tu vis toujours au travers de ton parcours d'ancienne élève des lycées français? Merci Hervé, merci pour ce trophée. Ça me touche vraiment, c'est le 2e cette année. J'ai eu beaucoup de chance.
formations solides. Des formations solides qui permettent après d'accéder à des grandes écoles, d'accéder à une éducation en rentrant en France notamment. C'est d'être en contact avec des gens très internationaux, donc ça veut dire des profils différents, locaux, et ça c'est très intéressant. La deuxième chose, je dirais, c'est la continuité, comme vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on est un enfant en perpétuel changement, en perpétuelle transformation, d'avoir cette espèce de phare dans la nuit, ce système qui est un petit peu partout le même, c'est très rassurant. Et je dirais aussi que c'est quand même dans ces lycées, en particulier celui de Beyrouth, où j'ai rencontré mes amitiés les plus fortes, d'ailleurs, qui sont là ce soir. Et même mon mari, d'ailleurs, donc voilà, l'agence matrimoniale, la formation, c'est formidable. Voilà, effectivement, vous avez rien vous avez vu, c'était pas juste matrimonial maintenant, hein, c'est une très bonne chose, oui, c'est ça. Depuis, tu es parti vivre au Mexique, en Afrique du Sud, au Vietnam et puis en Malaisie. Et du coup, au Vietnam, tu as eu cette formidabilité de lancer un salon du livre francophone, ce qui est effectivement assez incroyable parce que c'est une des places fortes de la francophonie aujourd'hui. Et grâce à des initiatives comme la tienne, je pense que ça fait rayonner. Explique-moi comment tu as eu cette idée et puis un petit peu comment ça s'est passé. Alors comment l'idée est venue, c'est assez simple en fait, on était en plein Covid à l'époque, en 2021, je suis moi-même petite autrice publiée, donc c'est vrai que j'aime beaucoup la littérature, j'aime beaucoup la culture, et à l'époque j'étais présidente de l'accueil de Saigon, je salue ce soir les amis de la FIAR qui sont là, et je me disais il faut absolument un événement qui réunisse la communauté, tout le monde est resté enfermé pendant des mois, c'est pas possible, et donc je me suis dit allez, utilisons la culture pour le faire. C'est un peu un test, et finalement c'était un très beau succès. Alors, le Vietnam, j'ai envie de dire, c'est quand même un terrain. Alors, il n'y a plus beaucoup de francophones, mais enfin, c'est pas forcément bienvenu non plus. Donc, c'est vrai que c'était un test et qui a bien fonctionné. Donc, quand je suis arrivée en 2022 en Malaisie, je me suis dit, et pourquoi ne pas recommencer l'expérience? Je me suis renseignée un petit peu, comme c'était expliqué dans la vidéo, j'ai découvert qu'il y avait quand même 20 000 locuteurs, un pays qui n'a aucun lien avec la France, aucune historique. C'était quand même assez extraordinaire, donc voilà, j'ai creusé le sillon. Bravo, et du coup, je crois que la deuxième édition, c'est dimanche. Pas ce dimanche. Comment ça va se passer? Un timing merveilleux, n'est-ce pas, avec les trophées aujourd'hui. Ça va être donc dimanche le 23. Cette année, on va essayer de prendre de l'ampleur. Donc là, c'est avec ma casquette de responsable d'Asie du réseau Rencontre des auteurs francophones. Sandrine, bonsoir, la fondatrice de notre réseau. Et donc, l'année dernière, c'était aussi un test pour voir si ça fonctionne bien. On a eu quand même 800 visiteurs, on ne nous attendait pas du tout. Donc, c'était chouette, dans un pays où il y a 3000 Français. Donc, voilà, c'est pas rien. Donc, du coup, on va continuer. J'ai plus trop eu le choix, finalement, que de faire une deuxième édition. Et cette année, on a essayé de prendre de l'ampleur, c'est-à-dire qu'en plus de cette journée porte ouverte au public, on a des partenariats avec l'Alliance française de Kuala Lumpur, avec l'Alliance française de Penang, qui est une petite île au nord de la Malaisie, un partenariat également avec le LFKL, AEFE. Donc ça veut dire 600 enfants qui vont de la TPS à la première pouvoir avoir la chance de rencontrer un auteur. Donc voilà, on attend cette année presque 2000 personnes en tout entre les partenariats et la journée porte ouverte. Souhaitez-moi bonne chance. Eh bien, on te souhaite bonne chance. Félicitations surtout. Principalement en assurance santé, en prévoyance, en retraite complémentaire à GIRCARCO. Et à l'international, nous accompagnons les particuliers, les entreprises pour leurs salariés et leurs familles dans leurs projets d'expatriation afin en leur permettant d'emporter dans leur bagage la protection sociale à la française. Alors c'est un groupe paritaire et mutualiste qui distribue jusqu'à 83% de ses bénéfices à ses clients à travers des services et accompagnements essentiellement dans le domaine social et sociétal, avec 4 enjeux prioritaires: cancer, handicap, aide aux aidants et bien vieillir. Alors ce soir, je suis très fière de remettre ce trophée à impact social à Xavier Louis pour son projet et son entreprise Five Lives, en parfaite résonance avec nos valeurs.
Alors je suis fière et un petit peu impressionnée quand même parce que par la dimension, l'amplitude de ce projet, Five Lives œuvre et nous accompagne, nous permettent à chacun, comme vous l'avez vu, de mieux comprendre, connaître, mieux comprendre, prévenir ses propres risques de troubles cognitifs, de démence, de maladie d'Alzheimer, ces maladies qui nous inquiètent, nous touchent parfois, atteignent nos proches et qui d'ailleurs ont été reconnus récemment comme faisant partie des priorités de santé publique par l'Organisation mondiale de la santé, tant la progression est importante partout dans le monde, avec les impacts sanitaires et économiques que vous imaginez, notamment dans les pays à faible revenu et à revenus intermédiaires. Alors, Xavier Louis, l'entrepreneur que vous êtes, a pris le sujet à bras-le-corps, de façon professionnelle. On a vu que vous travaillez avec des scientifiques de renom, mais aussi humanité, pragmatisme, et grâce à une application facilement téléchargeable, vous montrez qu'on peut œuvrer dans ce domaine, repousser un peu plus loin les limites de ce fléau, et pas seulement dans l'Hexagone, mais en dehors des frontières. Et ce soir, Xavier Louis, en vous remettant ce prix, nous sommes certains d'encourager l'innovation au service de la santé et de la qualité de vie. Et à travers vous, nous souhaitons à Five Lives de rayonner encore plus loin. Merci. Félicitations Xavier, c'est effectivement très, très impressionnant. Comment est venue l'idée au départ et finalement quels sont les écueils que tu as rencontrés? Parce que c'est un projet de grande ampleur et j'imagine qu'il demande beaucoup de travail et du temps. Oui, bah, c'est forcément un projet extrêmement ambitieux, extrêmement challenging, et je pense qu'on est encore juste au tout début. Bon, il y a vraiment deux drivers. Le premier, on l'a vu, je pense, dans la vidéo, c'est une résonance personnelle. Mon père qui a été diagnostiqué il y a plus de 5 ans, il n'y avait pas de traitement thérapeutique et quelque part développer une solution qu'on aurait aimé avoir il y a 5 ans quand c'est arrivé. Et après, sur la partie professionnelle, ça fait plus de 20 ans maintenant. Je viens plutôt du jeu vidéo. J'avais développé une première application il y a un peu plus de 10 ans, application qui a eu pas mal de succès, qui avait fait plus de 60 millions de téléchargements sur l'App Store. Et c'était comment utiliser cette expérience dans le domaine du jeu, dans l'engagement, pour aider les personnes plutôt pour avoir des valeurs plutôt utiles, initialement sur l'éducation et après sur la santé. Et j'ai cette expérience vraiment pour le bien à chacun. Et comment aider les seniors sur la partie bien vieillir et développer ces outils qui peuvent être utiles, engageants, soit en prévention, soit en thérapie de la maladie. Pour bien qu'on mesure, je sais que c'était vraiment que tu m'avais expliqué, tu m'avais donné quelques indicateurs, on peut mesurer en fait finalement le gain et il est extrêmement important en fait en termes de prévention. Oui, ben aujourd'hui les gens qui utilisent l'application au bout d'un mois, c'est ce qu'on appelle l'intervention multidomaine. Donc on aide les personnes sur plusieurs aspects de leur style de vie, la stimulation cérébrale, l'activité physique, la nutrition, le sommeil, la gestion du stress. Après un mois d'utilisation, ben, les gens ont 30% d'activité cérébrale en plus, qui font l'activité physique, ils mangent 1,3 fruits et légumes de plus par jour, ils dorment 30 minutes de plus par nuit et ils sont moins stressés. Et il n'y a pas de meilleur médicament aujourd'hui que l'utilisation de l'application. Et ça a été démontré scientifiquement que cette approche multidomaine, de toucher à différents aspects du style de vie, vont fortement améliorer les performances cognitives et on peut réduire la maladie, c'était mentionné 40, mais c'est jusqu'à 50%. Et on essaie d'aider le plus grand nombre à vivre le plus longtemps en bonne santé. Alors j'ai vu que vous souhaitiez que ce soit reconnu comme un médicament. Et vous attendez des autorisations, c'est ça? Quels sont les projets un peu autour de ça? Tout à fait. Alors, effectivement, les aspects réglementaires sont différents d'un pays sur l'autre. Je prends l'exemple de la France. On a développé des essais cliniques en cours qu'on fait avec l'Université d'Oxford, le Imperial College,
l'hôpital Broca à Paris, l'hôpital de la Timone à Marseille. Donc on arrive à travailler les Anglais, les Français, les Parisiens, les Marseillais ensemble, ce qui est pas mal. Et donc on recrute 170 patients et démontrer qu'on peut améliorer les performances cognitives de personnes qui ont été diagnostiquées avec une recherche de remboursement. On espère soumettre notre dossier à l'autorité de santé cet été avec une espérance de remboursement avant la fin de l'année. C'est-à-dire que les gériatres ou les neurologues, comme c'était mentionné dans la vidéo, pourraient prescrire l'utilisation de l'application. C'est existe en France depuis avril de l'année dernière. Ça s'appelle le remboursement numérique en santé. Donc les startups ou des acteurs de la santé peuvent soumettre des dossiers auprès de l'autorité de santé et si les données scientifiques forcément sont pertinentes, comme un médicament, on peut être autorisé et remboursé, prescrit comme un médicament. C'est une nouvelle génération de ce qu'on appelle des thérapies numériques qui peuvent aider de façon moins invasive, sans effet secondaire, beaucoup moins cher que les traitements généralement classiques. Donc voilà, c'est vraiment la nouvelle génération d'innovation dans le domaine de la santé. Eh bien, félicitations, c'est extrêmement impressionnant. Messieurs les députés, mesdames, messieurs, bonsoir. Nous sommes particulièrement fiers d'être associés à ces trophées, à ce dernier trophée. Liégé est une école de commerce, alors on est un peu atypique et on est atypique aussi sur la remise des prix, puisque on est, de tous les prix qui vont être remis, le seul prix qui ne sera pas remis ce soir. Voilà. Puisqu'il n'est pas là, il est aux États-Unis. Pour de bonnes raisons. Mais pour de bonnes raisons. Liégé, c'est une école de commerce qui a voulu s'associer à ce dernier trophée consacré à l'influence. Et pour nous, c'était essentiel d'être associé à ce trophée pour une très bonne raison. C'est qu'on a une vision sur le monde de l'éducation qui est particulièrement en phase, d'abord avec ce que fait Arthur, mais aussi avec la philosophie qu'il y a derrière ce trophée. Quand on nous demande ce qu'est une école, quand on me demande ce qu'est une école, ce qu'apporte une école, à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure des smartphones, à l'heure des intelligences artificielles, souvent je réponds, pardon, je dis souvent c'est pas vrai, je réponds invariablement si vous allez sur mon profil LinkedIn. D'ailleurs, je vous invite à sortir votre smartphone, à m'ajouter, voilà, ça fera quelques abonnés de plus. Je dis, l'école c'est d'abord un réseau au service de la réussite. Et c'est un réseau d'influence au service de la réussite. Ce qui fait la réussite, on a récompensé 2 projets qui étaient en lien avec l'éducation, mais ce qui fait la réussite, c'est pas vrai, c'est pas les savoirs. Ça peut pas être que les savoirs. Et certainement pas dans un monde où le savoir est accessible à n'importe quel clic et où la seule chose qui empêche l'accès au savoir, c'est la prise de courant et la batterie. Alors, dans ce monde, ce qui fait la réussite, c'est le réseau, c'est-à-dire qui on connaît. Mais vous savez, je travaille dans une école et nous, notre métier, c'est de délivrer des connaissances. C'est de faire en sorte que nos élèves acquièrent des connaissances. Et acquérir des connaissances, c'est la base pour se faire des connaissances. Il n'y a pas de connaissances, c'est-à-dire de contact, s'il n'y a pas de connaissances, c'est-à-dire de savoir. L'un va avec l'autre. Et le point de jonction des deux, dans une école, ce qui fait que nous sommes dans un monde où, effectivement, la mission de l'école, c'est de briser les plafonds de verre, c'est de permettre à chacun d'accéder au-delà même de ce qu'est sa condition initiale, de briser la condition originelle dont nous sommes issus, qui fait que vous êtes né au fin fond du Brésil, vous êtes né dans les quartiers défavorisés de Marseille ou d'ailleurs, et c'est compliqué, parce que vous n'êtes pas né à Paris, parce que vous n'êtes pas né dans les bons quartiers, parce que vous ne fréquentez pas les bonnes écoles, parce que, et vous vous rendez compte que ce qui vous manque, c'est les contacts, c'est-à-dire les connaissances. Et ça change tout. Quand on me dit, c'est quoi l'école? Je réponds, l'école, c'est un réseau d'influence au service de la réussite. Dans tous les métiers, dans tous les secteurs et sur tous les continents. C'est ça notre métier. C'est faire en sorte que, et vous voyez, on ira lui remettre son trophée à Arthur, on ira lui remettre son trophée à New York. Pourquoi? Nous y partons avec quelques étudiants, nous y partons
pour y découvrir, y rencontrer des gens qui travaillent sur les métiers du luxe. Il y a quelques jours de ça, on était à Budapest sur les métiers de la santé. On était à la rencontre des gens de chez Sanofi, la direction financière de Sanofi. Et puis, le mois précédent, on était au cœur d'Abidjan, et puis on est parti à 5 heures de route d'Abidjan pour aller rencontrer des producteurs de cacao, les exploitants d'une mine d'or au fin fond de l'Afrique, avec qui on a parlé d'extraction responsable. Parler de développement durable, c'est une chose. Être au cœur des lieux qui comptent, c'est autre chose. Et c'est donner l'envie. Nous, notre méthode, elle repose sur des invariants de la nature humaine. Nous ne faisons, nous n'agissons qu'à condition que nous ayons l'envie. L'envie génère le besoin fait passer à l'action. Si je vous demande aujourd'hui combien d'entre vous apprennent le farsi, probablement aucun d'entre vous n'apprend le farsi aujourd'hui. Mais si je vous dis, demain, nous partons tous en voyage d'études en Iran, alors vous aurez besoin d'apprendre quelques mots de farsi. Nos étudiants font exactement la même chose. Exactement la même chose. Pourquoi avons-nous voulu récompenser Arthur pour son travail? Oh, pour plein de raisons. Je dirais que la première des raisons, c'est d'abord qu'il gère des réseaux et qu'il est présent sur des réseaux et que nous apprenons à nos étudiants non pas à être des influenceurs et à se comporter comme ceux que l'on voit à Dubaï. Non, c'est pas ça notre boulot. Notre boulot, c'est de leur apprendre à utiliser des réseaux correctement, à en faire des armes incroyables pour eux, pour la construction de leur propre réseau, alors qu'ils ne connaissent personne. Comment on fait ça? Je vais vous en donner un exemple. Vous voyez, on part, je vous l'ai dit, à New York, on lui remettra son prix. On fait rencontrer à nos élèves le président de Richmond, Amérique. Cette personne-là, avec qui je suis en contact, qui ne me connaît pas, que je ne connais pas, à qui je n'ai jamais parlé de ma vie, je lui envoie un message samedi vers 17h, 16 ou 17h, il me répond à 1h08 du matin en me disant « Monsieur Sebaï, je vous suis sur le réseau, c'est incroyable ce que vous faites, je vous accueille, prenez contact avec mes équipes, on vous reçoit à New York. » On se connaît pas, il me connaît. C'est ça, c'est ça. Alors, on a voulu le récompenser pour les réseaux, on a voulu aussi récompenser la qualité de ce qu'il produit. Quand il dit effectivement les profs font, le récompense, bien sûr qu'on utilise ces vidéos. Bien sûr que tous les profs, la première des choses qu'ils font, c'est ils vont regarder sur YouTube, ils mettent vidéo inférieure à 4 minutes, je cherche un truc sur la bourse aux États-Unis, je cherche un truc sur l'industrie du cinéma, alors forcément, je tombe sur les vidéos d'Arthur, forcément. Mais derrière ça, et ça a été très bien dit, certaines de ces vidéos font plusieurs centaines de milliers, les plus grosses font des millions de vues. Une communauté de plus de 200 000 personnes le suit au quotidien. Ça, c'est le deuxième point que nous voulions récompenser. L'influence, c'est quoi? Si je vous disais, c'est quoi l'influence? Je vous dirais, l'influence, c'est le pouvoir que nous avons de changer le cours des choses et les pensées des individus. Dire simplement que nous sommes dans un pays, c'est une chose, mais changer les mentalités, changer la vision, permettre à d'autres de s'approprier des codes, tout ça c'est important et c'est enfin le travail. Et puis enfin, il était à New York et dans le logo de l'école, on a la statue de la liberté, alors forcément, c'est tout. Merci.